Alors, que faire en cas d'échec de l'antibiothérapie dans une borréliose de Lyme? On va voir que c'est un sacré chapitre, mais il faut qu'on tienne en 30 minutes. Donc, j'ai essayé de faire des choses assez pratiques. Donc, pour commencer, je vous propose 4 cas cliniques qui sont des cas cliniques réels et pour lesquels on va devoir se poser la question de ce qu'il faut faire. Donc, le premier cas, c'est un monsieur de 45 ans, il a consulté il y a 3 semaines pour un érythème migrant, il a été traité par amoxicilline pendant 14 jours et il vient vous voir à la fin du traitement car l'érythème est toujours présent. Le cas numéro 2, un monsieur de 55 ans, lui a été traité au CHU pour une neuroborréliose qui était diagnostiquée sur des céphalées, des douleurs radiculaires au niveau thoracique, une asthénie, insomnie. La ponction lombaire a confirmé le diagnostic, donc avec une méningite et une synthèse intrathécale. Il a été traité par doxycycline pendant 14 jours. Et 2 mois après la fin du traitement, il vient, ce qui persiste une fatigue intense avec une douleur au niveau thoracique persistante. Le troisième cas, c'est un monsieur de 32 ans. Lui, il a eu un diagnostic d'arthrite de Lyme du genou gauche, diagnostiqué sur un épanchement articulaire, une douleur subaiguë, il n'avait pas de fièvre et une ponction articulaire faite par les rhumatologues avec une PCR Borrelia positive. Il a été traité par 28 jours d'oxy et il vient vous voir 1 mois après la fin du traitement car il a de nouveau mal au genou et il a l'impression qu'il est de nouveau gonflé. Et le dernier cas, donc là, c'est une dame de 38 ans. Elle a un antécédent d'érythème migrant traité il y a 1 an. Et là, elle vient vous voir parce que depuis 8 mois, elle a une asthénie importante avec troubles de la concentration, des lombalgies et des myalgies sans réel facteur déclenchant. La sérologie de Lyme est positive. Elle a déjà reçu 4 cures d'antibiotiques. Il a déjà reçu 4 cures d'antibiotiques par doxy, puis amox. Et à chaque fois, il y a une amélioration modérée. Et au bout d'une dizaine de jours, mais sans guérison, et puis les symptômes repartent dès la fin de l'antibiothérapie. Donc là, on a 4 vignettes qui sont, à mon avis, en tout cas assez typiques et pour lesquelles on a eu ce genre de consultation assez régulièrement. Et donc la question qu'on se pose, bien sûr, c'est quelle prise en charge pour ces patients? Alors, il y a plusieurs problématiques lorsqu'on voit ces patients. La première qu'il faut se poser, c'est est-ce que le diagnostic initial était bien le bon diagnostic de borréliose de Lyme? La deuxième question, c'est est-ce qu'on est face à un échec de l'antibiothérapie? Alors bien sûr, en maladie infectieuse, quand on parle d'échec d'antibiothérapie, il faut déjà définir qu'est-ce qu'un échec. Dans une maladie de Lyme, on va voir que ce n'est pas toujours évident. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on cherche les raisons de l'échec. Donc en maladie infectieuse, il y a la résistance. Alors est-ce qu'il y a de la résistance dans borréliose de Lyme? On va voir rapidement, mais la réponse est non. Un problème d'observance. Est-ce que c'est un problème de posologie, de molécules ou de durée d'antibiothérapie? Ou est-ce qu'il y a une immunodépression sous-jacente qui fait qu'éventuellement le traitement n'a pas fonctionné? La troisième question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel finalement? Est-ce que les symptômes présentés par le patient actuellement, c'est autre chose? Est-ce que c'est simplement une séquelle de l'infection initiale? Ou alors est-ce que c'est des symptômes persistants post-infectieux? Et toutes ces questions sont importantes parce qu'on va voir que la prise en charge, ce ne sera pas la même. Et puis la question bien sûr subsidiaire, c'est est-ce qu'il faut refaire un traitement antibiotique? Et donc c'est ce qu'on va essayer de répondre. Alors, la résistance, donc on en a parlé rapidement. Alors c'est vrai que c'est difficile d'étudier la sensibilité de Borrelia parce que la culture est pas facile, mais en tout cas il n'y a aucun mécanisme moléculaire de résistance qui a été décrit chez Borrelia et même chez des patients après échec clinique, mais avec toujours quand même un petit bémol au niveau de la détection de la résistance qui n'est pas simple. Mais en tout cas pour l'instant on n'a pas détecté de résistance à Borrelia. La deuxième question qui se pose, c'est la diffusion des antibiotiques. Donc, il y a la diffusion dans le LCR et les méninges. Donc, on sait que les C3G, c'est meilleur que la doxycycline et puis que l'amoxicilline. Mais les CMI de Borrelia burgdorferi sont très basses, ce qui fait que finalement, avec les posologies usuelles d'antibiotiques qu'on utilise, même si ça diffuse moins bien, ça devrait fonctionner sur Borrelia. Et puis, il faut prendre en compte le fait qu'en général, il y a de l'inflammation lorsqu'il y a une neuroborréliose, et ce qui fait que ces antibiotiques devraient passer au moins pour les C3G et la doxy. Après, il y a au niveau articulaire et de la peau, là, c'est à peu près égal pour les 4 antibiotiques qu'on utilise, c'est-à-dire C3G, doxy, amox ou azithro. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Et à noter que la doxycycline et l'azithromycine, ils ont une efficacité sur les germes intracellulaires. Donc ça pourra être éventuellement à prendre en compte lorsqu'on veut utiliser le traitement. Alors, si on reprend le cas numéro 1, donc c'est ce patient qui a eu un érythème migrant, il a été traité, et puis à la fin du traitement, son érythème migrant persiste. Alors, on reprend toutes nos questions. Le diagnostic initial de borréliose certain, l'érythème migrant,
Dans la plupart des cas, c'est typique. Il y a des formats typiques, bien sûr, mais qui posent plus le problème de diagnostic. Mais en tout cas, quand on a fait le diagnostic et le traitement et que ça persiste, bon, a priori, le diagnostic, il est fait. Et donc, se pose éventuellement la question de l'échec. Mais quand est-ce qu'on parle de l'échec? Donc, pour ça, eh bien, il faut qu'on reprenne un petit peu, finalement, l'évolution de l'érythème migrant et l'évolution de l'érythème migrant sous traitement. Et donc ça, on a pas mal d'études qui nous permettent d'avoir ces chiffres-là. Et on sait qu'en médiane, c'est à peu près entre 7 et 14 jours. Donc, bien sûr, c'est une médiane. Ça veut dire qu'il y a 50% où il y en a un peu moins de temps, et puis 50% un peu plus. Et vous voyez que les interquartiles, c'est 5 à 17 jours. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des patients pour lesquels ça va pouvoir persister pendant 3 semaines, 1 mois, sans forcément qu'on parle immédiatement d'échec. Après, l'autre chose qui est intéressante de regarder, c'est finalement quels sont les critères de jugement qui sont utilisés dans les études pour dire qu'un traitement fonctionne. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Parce que finalement, nous, ce qu'on veut, quand on utilise un traitement dans les borrélioses de Lyme, c'est d'avoir des données scientifiques, de l'évidence bonne médecine. Donc, il faut qu'on regarde un petit peu quels sont les critères de jugement qui sont utilisés pour dire, nous, on est en échec face à un patient. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de critères de jugement qui sont utilisés. Donc, il y a le critère de jugement de disparition de l'érythème migrant, donc AJ14. Vous voyez qu'en général, on est à 65-75% de disparition, AM2, AM6, et puis AM12, ou AM12, vous voyez que quasiment tous les patients ont un érythème migrant qui a disparu. Il y a quelques patients dans la littérature pour lesquels ça persiste, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Après, il y a un autre critère de jugement qui est cette fois la persistance ou l'apparition de symptômes liés à une neuroborréliose, donc, ou une arthrite de Lyme, à 2 mois, ou une culture positive après biopsie cutanée à 2 mois. Donc là, on voit qu'on a un suivi à 2 mois pour parler d'échec. Et puis, il y a des études qui parlent tout simplement juste de nombre de jours d'érythème migrant, et puis ils comparent 2 molécules et ils disent, vous voyez, il y a la même évolution, il y a le même nombre de jours d'érythème migrant, et du coup, ces traitements sont semblables. Et puis après, il y a de plus en plus d'études, notamment dans les études récentes, qui prennent en compte l'apparition, la persistance de symptômes autres que l'érythème migrant, qui sont les arthromyalgies, l'asthénie et les troubles cognitifs. Ce qui fait que parfois, c'est un petit peu difficile pour voir, quand on regarde l'efficacité des traitements, il faut bien regarder quels critères de jugement on parle. Est-ce qu'on parle juste de l'érythème migrant ou est-ce qu'on parle également d'érythème migrant associé aux autres symptômes? Parce qu'on peut avoir des chiffres un petit peu différents. Finalement, les échecs liés à la persistance de l'érythème migrant dans les études, c'est évalué entre 1 à 10% des patients. Et c'est le plus souvent lié, comme je l'ai dit, à la persistance de l'érythème migrant et très très peu en fait l'évolution vers une neuroborréliose. C'était surtout sur les études les plus anciennes où il y avait quand même quelques patients qui étaient par exemple traités par amoxicilline et qui évoluaient vers une neuroborréliose. On se disait que c'était un échec parce qu'éventuellement l'amoxicilline n'avait pas assez bien diffusé au niveau cérébral. Donc, le traitement recommandé dans l'érythème migrant, ça reste la doxycycline. Donc, ça, c'est les dernières recommandations de 2019. Je vous rappelle qu'il y a des recommandations qui sont en cours d'élaboration, sur lesquelles possiblement la durée pourra changer. Mais en tout cas, là, c'était la doxycycline pendant 14 jours ou l'amoxicilline 14 jours. Donc, quand on a un patient qui arrive avec un érythème migrant persistant, il faut déjà bien s'assurer qu'il ait eu l'antibiothérapie adéquate et la durée adéquate. Mais quand on regarde la durée, finalement, c'est pas si simple et il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet. Une étude très récente a comparé 7 jours versus 14 jours d'oxycycline dans l'érythème migrant isolé sur un essai randomisé en ouvert de non-infériorité. Et leur critère de jugement, c'était justement la persistance de l'érythème migrant ou l'apparition de neuroborréliose ou d'arthrite de Lyme ou une culture positive ou une biopsie cutanée à 2 mois. Et finalement, les échecs à 2 mois, il y avait 3,4% dans le groupe 7 jours versus 2% dans le groupe 14 jours, sans différence entre les deux groupes. Et les seuls échecs qu'il y avait, c'était des érythèmes migrants persistants. Donc finalement, 7 jours ferait presque aussi bien que 14 jours. Donc même si les recommandations sur 14 jours, on voit que les durées de traitement, elles pourraient éventuellement être diminuées. Donc finalement, ce qui a été décidé, et on le verra notamment dans les recommandations sur le parcours de soins pour les borrélioses de Lyme, c'est d'évaluer l'échec à 1 mois. L'échec, elle peut nécessiter une nouvelle antibiothérapie, en tout cas elle doit être discutée. Et dans ces cas-là, si on veut mettre une nouvelle antibiothérapie, c'est parce que y a soit la persistance de l'érythème migrant, soit parce qu'il y a apparition de symptômes en faveur d'une neuroborréliose, d'une arthrite de Lyme, ou alors une autre forme cutanée de borréliose. Ou alors peut se discuter s'il y a une apparition d'autres signes cliniques qui seraient moins spécifiques. Mais dans tous les cas, ces échecs de traitement, ça doit être rediscuté.
soit en centre de compétences ou référence MVT, alors soit en consultation, soit en demande d'avis, parce que doit être discuté éventuellement de faire des biopsies cutanées avec de la culture et éventuellement de la PCR. En tout cas, ces cas-là doivent être discutés, parce que c'est des cas qui existent mais qui sont rares. Et avant de se lancer dans des antibiothérapies répétées, pour le coup, c'est important de pouvoir discuter ces cas. Donc, si on reprend justement le rapport de l'HAS sur le parcours de soins borréliose de Lyme, c'est exactement ce qui est noté, c'est-à-dire qu'en cas d'érythème migrant, on traite. L'autosurveillance, ça, je pense que c'est quelque chose d'important et qu'il faut dire à nos patients, c'est voilà, de leur dire, l'érythème migrant va disparaître, ça peut mettre plusieurs jours. Si dans un mois, il persiste, vous reconsultez. Et là, dans ces cas-là, ça vaut le coup de rediscuter si l'érythème migrant persiste, de rediscuter éventuellement des examens supplémentaires et éventuellement un nouveau traitement. Donc après, on va passer au deuxième cas, qui est le cas d'une neuroborréliose, donc chez un patient qui a été diagnostiqué au CHU avec une ponction lombaire qui a été traitée, et puis 2 mois après, il a des douleurs radiculaires qui persistent et puis une fatigue intense. Alors on se pose toujours la même question, est-ce que le diagnostic initial était certain? Donc là, sur une neuroborréliose, je pense que c'est très important de se poser cette question, parce que en fonction du diagnostic qu'on va faire, l'évolution n'est pas la même. Alors, en neuroborréliose, comment on fait le diagnostic? Par exemple, quand on a une paralysie faciale périphérique, une sérologie de Lyme positive, on dit que le diagnostic est très probable et que peut se discuter une antibiothérapie. Mais il ne faut pas oublier que le diagnostic de certitude d'une neuroborréliose, ça reste quand même des signes cliniques associés à une ponction lombaire avec une méningite lymphocytaire et une synthèse intratécale. Et finalement, quand on regarde les critères, on va dire, européens de diagnostic de neuroborréliose, mais qui sont repris dans les recommandations françaises, voilà, il faut qu'il y ait ces 3 critères, mais il y a toujours la possibilité d'un diagnostic probable lorsqu'il y a 2 sur ces 3 critères présents. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que sur une étude qu'on avait réalisée en multicentrique dans le centre-est, avec tous les patients qui avaient une neuroborréliose, chez les patients qui ont tous les critères de neuroborréliose, les symptômes vont diminuer beaucoup plus rapidement et vont diminuer beaucoup plus en fréquence par rapport aux patients qui n'avaient pas de méningite. Donc finalement, on voit qu'avec un traitement similaire, les patients qui ont une méningite s'améliorent beaucoup plus vite et mieux que les patients sans méningite. Donc ça ne veut pas dire que les patients sans méningite n'ont pas de neuroborréliose, même si ça pourrait éventuellement être la question, mais en tout cas, ça veut dire surtout qu'il faut qu'on prévienne nos patients que quand on a un diagnostic certain avec notamment la présence d'une méningite, que l'évolution sera possiblement plus favorable que le patient qui n'a pas de méningite, pour lequel, lui, on va pouvoir lui dire ça va peut-être mettre plus de temps à s'améliorer, avec même la possibilité de séquelles. Donc la définition d'échec sur une neuroborréliose, elle est très difficile parce que c'est très difficile de distinguer échec et séquelles. Quand on regarde le critère de jugement dans les études, donc l'évaluation est toujours faite à M12, donc on voit que l'évolution de la neuroborréliose, des symptômes de neuroborréliose, c'est beaucoup plus long que l'érythème migrant. Et puis les critères de jugement, c'est sur la qualité de vie, sur l'intensité des symptômes, avec notamment des scores qui sont calculés en fonction du type de symptômes et de l'intensité des symptômes, voire même du nombre de symptômes. Et finalement, les symptômes persistants à 12 mois, c'est vraiment pas rare, parce que dans les études, c'est estimé entre 20 et 50%. Alors nous, si on prend l'exemple local, régional du centre-est, donc sur cette étude qu'on avait réalisée en multicentrique, on avait inclus des patients de neuroborréliose certaines et probables, on avait 124 patients pour lesquels il y avait un suivi minimum de 1 mois, et ces patients avaient un suivi moyen de 70 jours, donc 30 jours au minimum, et puis 175 pour l'interquartile. Ce qu'il faut noter, c'est que déjà dans 91% des cas, les patients s'amélioraient à 1 mois, donc ça c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Mais par contre, au dernier suivi, il y avait 59% des patients qui avaient au moins un symptôme. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des patients qui ont été suivis que 1 mois, donc c'est pas étonnant qu'ils aient encore des symptômes. Le suivi chez ces patients n'était pas le même pour tout le monde, mais ça nous laisse quand même dire qu'il y avait un bon nombre de patients qui avaient des symptômes persistants. Et dans ces symptômes, la plupart c'était sur des symptômes neurologiques, donc liés directement à la neuroborréliose, avec des douleurs radiculaires dans un quart des cas, paresthésie, déficit moteur ou paralysie faciale, et puis des signes cliniques qui étaient moins objectifs.
avec la fatigue, les troubles de mémoire, arthralgie et troubles de concentration, mais on voit que c'était quand même moins fréquent que les signes neurologiques. Et finalement, ces symptômes, ils s'amélioraient beaucoup plus rapidement et mieux si jamais le diagnostic avait été fait rapidement et si les signes cliniques étaient beaucoup moins longs avant la mise en place de traitement. Donc nous, on avait retrouvé que moins de 3 mois de signes cliniques avant la mise en place du traitement, c'était en faveur d'une meilleure évolution, mais il y a même des études qui mettent moins de 6 semaines. Donc en gros, ça signifie qu'il ne faut pas se louper sur le diagnostic et mettre un traitement le plus rapidement possible pour avoir un pronostic le plus favorable. Donc finalement, la disparition des signes neurologiques, lorsqu'on fait un peu la synthèse de la littérature, elle est estimée à peu près à 88% à 1 an, et on considère qu'il y a 95% à 3 ans qui ont une disparition de ces signes neurologiques objectifs. Et puis il y a les signes subjectifs qui vont mettre quand même plus de temps à disparaître. Il y en a qui disparaissent jusqu'à 5 ans, et on voit qu'on est à 50 à 90% dans ces cas-là. Alors, dans le traitement de la neuroborréliose, c'est doxycycline ou ceftriaxone pendant 14 jours. Donc voilà, ça c'est aussi important pour se dire est-ce que le patient déjà il a eu le bon traitement. Après, comment on fait en pratique? Donc bien sûr, la surveillance elle est clinique et l'échec, pour moi, il est défini par une absence d'amélioration à la fin du traitement. Si on est face à un patient qui a des symptômes de neuroborréliose, on le traite et qu'à la fin du traitement, ces symptômes ils n'ont pas bougé, il faut vraiment se reposer la question du diagnostic. Et si c'est le cas, ben là c'est pareil, il faut quand même se rapprocher d'un avis du CR ou du centre de compétences prise en charge MVT pour discuter des diagnostics différentiels. Est-ce qu'il faut faire une nouvelle ponction lombaire? Est-ce qu'il faut faire une seconde ligne de traitement? Mais là pour le coup, il faut vraiment une discussion collégiale parce que c'est pas quand même une évolution classique. Et puis après, il y a les séquelles. Donc les séquelles, il y a des symptômes résiduels neurologiques ou des symptômes subjectifs qui peuvent persister. Et on sait que ça s'améliore en plusieurs mois, voire années, mais ça va nécessiter du temps et nécessiter une prise en charge surtout symptomatique. Alors après, on passe sur le cas de l'arthrite de Lyme, donc chez ce patient qui a été traité par 28 jours de doxycycline et il vient me voir 1 mois après la fin du traitement car il a de nouveau mal au genou, il a l'impression qu'il est de nouveau gonflé. Donc les arthrites de Lyme, c'est quand même moins fréquent en Europe et en France qu'aux États-Unis, mais on en a quand même quelques-uns. Et puis c'est toujours la même chose, il faut toujours se reposer les mêmes questions. Et il y a toujours la question du diagnostic initial et de l'échec. Alors c'est pareil, la définition de l'échec en cas d'arthrite de Lyme, c'est extrêmement difficile parce qu'on sait que cette maladie évolue lentement après antibiothérapie. On sait d'ailleurs qu'elle évolue aussi lentement de manière favorable sans traitement, mais en tout cas avec traitement, ça évolue également lentement. Et on sait qu'il va y avoir des poussées intermittentes, entrecoupées de rémission, et puis qu'il va pouvoir y avoir des douleurs persistantes avec des signes inflammatoires, et que ces douleurs, elles peuvent être liées, en tout cas elles sont liées à un certain moment de l'évolution, plutôt à des mécanismes immunologiques plutôt qu'à une persistance bactérienne. Et finalement, quand on regarde les signes inflammatoires qui persistent à 1 an, c'est environ 10% des patients. Mais par contre, on sait aussi qu'après une deuxième cure d'antibiothérapie, il y a à peu près 20 à 25% des patients qui s'améliorent. Donc l'arthrite de Lyme, le traitement, c'est 28 jours de doxycycline ou de ceftriaxone intraveineux. Et finalement, après ce traitement-là, il faut qu'on réévalue les patients de manière mensuelle. Et on dit que s'il y a une persistance d'arthrite de plus de 3 mois, ça nécessite encore une fois une consulte spécialisée parce qu'il va falloir de nouveau discuter de ce qu'on va faire. La première chose, bien sûr, on élimine le diagnostic différentiel. Et puis, il va falloir discuter de refaire une ponction articulaire. Et puis, on rediscute en fonction d'éventuellement de la PCR qui peut nous aider. S'il est positif, on peut discuter un nouveau traitement, mais c'est vraiment de la discussion, parce que je vous rappelle que la PCR, ce n'est pas la bactérie vivante, donc on garde des traces de bactéries, donc ça ne veut pas dire forcément que c'est actif, mais en tout cas, c'est proposé par certains auteurs et par certains médecins, et puis si c'est négatif, on considère que là, il n'y a plus du tout de borrélien, et que là, on passe sur un traitement anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'il y a certaines équipes qui proposent pas du tout de deuxième ligne d'antibiothérapie, qui considèrent que des arthrites qui persistent après un premier traitement bien mené, on passe directement à un traitement anti-inflammatoire, voire du méthotrexate.
Donc le dernier cas, cette fois, c'est ce monsieur de 38 ans qui a fait un érythème migrant, mais il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a 1 an, et puis là maintenant il a des symptômes à type de troubles de la concentration, asthénie, démialgie, sans vraiment facteur déclenchant, avec une sérologie de Lyme positive. Donc là, c'est pareil, il faut bien sûr se poser toutes les mêmes questions. Et là, la question qu'on voit apparaître, c'est finalement, ce monsieur, il a fait un érythème migrant, et puis après, il y a eu des symptômes qui sont plutôt des symptômes subjectifs qui sont apparus. Est-ce que ces symptômes, ils sont liés à la borréliose de Lyme? L'érythème migrant a actuellement disparu. Est-ce qu'on est sur un autre diagnostic? Et donc là, on voit un petit peu la difficulté. Et puis, la question qui se pose également, c'est est-ce que ce patient, il a finalement des symptômes persistants post-infectieux qui pourraient expliquer sa pathologie. Donc, finalement, quelle est la définition de ces symptômes post-infectieux persistants? Donc, il faut que ce soit des symptômes qui perdurent plus de 6 mois, qui altèrent la qualité de vie des patients. C'est très important qu'ils apparaissent dans les suites d'une borréliose de Lyme avérée et traitée efficacement. Donc ça, c'est un critère très important, qui n'existait pas avant, qui ne sont pas expliqués par un diagnostic différentiel, qui ne sont pas en lien avec une séquelle. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on peut parler de syndrome post-maladie de Lyme. Alors, les principaux symptômes qu'on retrouve, ce sont des douleurs diffuses, donc c'est plutôt des douleurs arthromusculaires, une asthénie, et des troubles cognitifs. Alors, plutôt, plus que troubles cognitifs, ça va être plutôt des troubles de mémoire ou des troubles de la concentration, ou voire un brouillard cérébral qui est décrit par les patients. Alors, quelle est la part de ces symptômes post-infectieux chez ces patients? Il y a eu beaucoup d'études qui se sont intéressées à ça, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement, est-ce que chez les patients qui ont une borréliose de Lyme, il y a finalement une différence de ces symptômes, de la prévalence de ces symptômes par rapport à une population témoin. Donc, c'est ce qui a été réalisé dans cette étude. Donc, ils ont pris une population de patients qui n'avaient pas du tout de borréliose de Lyme, et ils ont regardé la prévalence des symptômes de la présence d'au moins un symptôme par rapport à une liste des symptômes qui font partie du PTLDS. Et ils ont trouvé qu'il y avait 21% de cette population qui avait ces symptômes-là. Ils ont pris une cohorte de patients qui étaient piqués par des tiques mais qui n'ont pas fait de borréliose de Lyme. La prévalence était de 23%, il n'y avait pas de différence. Et puis, ils ont pris une cohorte de patients pour lesquels, dedans, il y avait surtout des érythèmes migrants, mais il y avait également des neuroborrélioses disséminées. Et là, les symptômes étaient un peu plus importants, à 27%. Ce qui fait que finalement, chez les patients qui ont une borréliose de Lyme, on va dire que ces symptômes qui sont présents et qui persistent, ils sont à peu près à plus de 6% par rapport à la population générale et plus de 4% par rapport à une population de patients qui s'est fait piquer. Donc, ça reste un peu plus important, mais ça reste vraiment modéré. Et quand on regarde entre les patients qui ont un érythème migrant et une maladie disséminée, on voit que c'est surtout en fait les patients qui ont une maladie disséminée, même si dans cette étude-là, il y avait peu de patients avec maladie disséminée, mais c'est surtout eux qui ont des symptômes persistants. Vous voyez ici, c'était à 34%. Donc nous, ce qu'on a fait également à l'hôpital de Besançon avec l'hôpital de Nord-Franche-Comté, on a pris nos cas de neuroborréliose et on les a comparés à une population témoin, à des patients qui étaient des patients qui avaient la même exposition, parce que c'est des patients qui devaient habiter le même endroit et qui n'ont jamais fait d'érythème migrant ni de borréliose de Lyme dans les 5 dernières années. Et donc, on a inclus 53 patients avec neuroborréliose, 104 témoins. Donc, c'est des patients quand même assez, 62 ans, qui sont des patients assez âgés pour les neuroborrélioses. Et puis, il fallait que ces patients ils aient au minimum un suivi de 1 an pour les patients avec neuroborréliose. Et vous voyez que la durée de suivi était de 55 mois. Et finalement, on a regardé quels étaient les symptômes. Donc, on les a interrogés par téléphone et on leur a demandé quels étaient leurs symptômes durant le mois précédent l'appel téléphonique. Et finalement, on voit que les deux groupes, ils ont à peu près le même nombre de symptômes. Et c'est même impressionnant de voir que chez des patients témoins, il y a 70% qui se plaignaient de douleurs dans le mois précédent. Et les seuls symptômes qui étaient plus fréquents chez les patients avec antécédents de neuroborréliose, c'était la fatigue, les troubles de mémoire et les troubles de concentration. Et après, on a regardé avec des questionnaires validés au niveau de la qualité de vie et d'un score de fatigue. Et finalement, à part le score de fatigue qui semblait légèrement au-dessus, mais qui n'est pas significatif, le score de qualité de vie était le même dans la population ayant une neuroborréliose et les patients contrôle qui n'avaient pas fait de borréliose de Lyme. Et donc, on a regardé quels sont les facteurs qui modifient finalement la qualité de vie, et on voit que la qualité de vie qui était évaluée par 2 scores, et dont un score physique,
on voit que cette qualité de vie-là, elle était influencée par les neuroborrélioses, et les patients qui avaient fait des neuroborrélioses avec une qualité de vie, au moins le score physique de la qualité de vie, qui était inférieur par rapport à la population contrôle. Et on voit également que les patients avec antécédents psychiatriques avaient une qualité de vie moindre. Mais par contre, il n'y avait pas de différence sur la qualité de vie avec le score mental, du score de la qualité de vie, ni sur le score de fatigue. Et on voit que le score de fatigue, c'était surtout les patients avec des comorbidités, donc qui sont évalués par l'indice de Charlson, et les patients avec des antécédents psychiatriques qui avaient surtout un score de fatigue plus élevé. Donc finalement, dans notre étude qu'on a fait, on retrouve un petit peu finalement ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il y a quand même des symptômes similaires entre une neuroborréliose et la population contrôle, avec nous, excepté pour l'asthénie, troubles de mémoire et troubles de concentration. Et finalement, sur la qualité de vie, on voit qu'il y a un faible impact éventuellement sur le score physique de la qualité de vie, mais pas sur le score mental, et il n'y a pas de différence sur le score de fatigue. Donc, quels sont les facteurs associés à ces symptômes post-maladie? C'est surtout quand même des facteurs associés aux patients, avec notamment dépression et préexistence, la qualité de vie initiale qui est moins bonne, les patients avec comorbidité, une perception de la maladie plus négative, des symptômes initiaux multiples, et puis des patients qui ont une fatigue et des troubles cognitifs, on va bientôt des troubles de mémoire et des troubles de concentration initiaux. Et puis il y a également quand même quelques facteurs associés à la maladie, et on l'a vu avec les formes disséminées et tardives, et puis notamment avec un retard diagnostique et donc un retard thérapeutique qui induit plus de symptômes persistants. Alors, est-ce qu'il y a une antibiothérapie a un intérêt chez ces patients-là? Alors, pour l'instant, on n'a pas démontré d'intérêt d'une antibiothérapie pour ces patients. Donc, il y a eu pour l'instant une étude, il y a eu plusieurs études, mais on va dire l'étude la mieux menée qui a comparé C3G, puis Doxy, et puis C3G, puis claritro-hydroxychloroquine chez des patients qui avaient fait une neuroborréliose avec un traitement pendant 3 mois. Et puis, on a regardé si jamais il y avait une différence sur la qualité de vie. Et on voit qu'il n'y a pas du tout d'effet ni sur la qualité de vie, ni sur le score de fatigue. Donc, ce qui montrait qu'une antibiothérapie prolongée chez ces patients n'avait pas d'influence sur ces points-là. Alors, l'autre chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que lorsqu'on met des antibiotiques, il y a des effets secondaires, bien sûr. Il peut y avoir des effets secondaires liés aux voies d'abord. Et c'est vrai que nous, on voit quand même régulièrement des gens qui ont des cures d'antibiotiques par C3G régulièrement et qui se retrouvent avec des vénites au mieux, voire des bactériémies à staphylocoque. Il y a toujours le risque allergique, bien sûr. Il y a les infections à Clostridium difficile. Alors, bien sûr, quand on met des antibiotiques, on sait qu'il y a ce risque-là. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est quels sont les bénéfices-risques d'une antibiothérapie. Et quand on voit pour l'instant que le bénéfice, en tout cas dans les études, il n'a pas été démontré, on a toujours ce risque supplémentaire. Et puis il y a une dernière chose, bien sûr, qu'en tant qu'infectiologue, on ne peut pas louper, c'est l'antibiorésistance. Plus on utilise d'antibiotiques, plus les bactéries deviennent résistantes. Et ça pose un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on essaye au maximum d'utiliser de manière efficiente les antibiothérapies. Alors, quelles sont les autres prises en charge qu'on peut proposer? Alors, il y a les autres traitements, donc les anti-inflammatoires, les corticoïdes, l'hydroxychloroquine. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a que des études de faible qualité et on n'a pas vraiment d'études qui évaluent vraiment ces traitements-là dans le PTLDS. La prise en charge psychologique, moi, je pense que c'est extrêmement important pour ces patients-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de technique validée et il n'y a pas d'études qui se sont vraiment, on va dire, des bonnes études qui ont montré une technique particulière pour améliorer ces patients-là. Et puis après, il y a la réadaptation physique et les activités physiques adaptées. C'est pareil, il y a peu d'études dans la littérature. Donc pour l'instant, si on veut répondre, on va dire, d'évidence-based médecine, c'est difficile, mais c'est vrai que ça paraît en tout cas évident, que c'est des prises en charge, on va dire, symptomatiques et qui sont plus ou moins faciles et en tout cas qui peuvent améliorer les gens. Donc finalement, pour résumer, après une piqûre de tique, on estime qu'environ moins de 5% vont avoir ce qu'on appelle une piqûre de tique infectante. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bien sûr, il y a une séroconversion asymptomatique, c'est-à-dire que parmi ces patients-là, il y en a 70 à 90% qui vont juste avoir une sérologie de Lyme positive, mais sans aucun symptôme et sans aucun signe de maladie. Et puis, il y a 10 à 30% qui vont déclarer une maladie de Lyme avec infection symptomatique. La plupart, c'est des infections localisées par érythème migrant, et puis il y a des formes disséminées dans 20% des cas. On ne connaît pas du tout le pourcentage, enfin le risque qu'il y a d'évolution de formes localisées vers les formes disséminées, parce qu'une étude comme celle-là est bien sûr impossible. Donc en gros, on estime qu'avec 500 piqûres de tique, on a 4 érythèmes migrants, une forme disséminée. Bien sûr, on les traite,
Qu'est-ce qui se passe? Donc, la guérison, elle est estimée à 70-95%, ce qui va dépendre bien sûr, de la forme localisée ou disséminée, et puis à quel moment on met l'antibiothérapie. Plus vite on la met, plus l'évolution est bonne. Et dans ces symptômes persistants, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir des signes de borréliose de Lyme persistants. Donc, on a vu que ça peut être une infection persistante, mais on a vu que c'était quand même assez rare. Il ne faut pas oublier que ça peut être une infection, notamment lorsqu'il y a un délai entre les deux infections, c'est toujours possible. Et puis, il y a toujours la possibilité d'un défaut de réponse immunitaire chez les patients immunodéprimés. Ça peut également se voir, même si c'est quand même vraiment rare. Et puis après, ces symptômes-là, ça peut être tout simplement des séquelles de la maladie, avec des séquelles de neuroborréliose que nous, on voit assez fréquemment, des séquelles d'arthrite ou d'acrodermatite chronique atrophiante. Et puis après, il y a des signes persistants qui sont plutôt des signes finalement subjectifs, qui persistent après la borréliose de Lyme. Et donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle le PTLDS ou alors éventuellement un diagnostic différentiel qu'il faudra rechercher. Et finalement, quand est-ce qu'on doit remettre une antibiothérapie dans ces cas-là? C'est quand il y a des signes de borréliose de Lyme persistants. Et sinon, la prise en charge, elle reste multidisciplinaire, avec notamment l'aide des CRNVT. Et ça reste pour le moment une prise en charge symptomatique. Et c'est vrai qu'on a besoin d'études pour ces patients-là, et notamment les patients avec PTLDS, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de prise en charge thérapeutique médicamenteuse qui a été évaluée et prouvée. Voilà, je vous remercie.